murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Et bonsoir. Ça fait pourquoi? Et bienvenue. Oh, des meurtres et du vin, The Podcast. Oui, The Podcast. Et puis, il n'y a pas autre chose. Hein. El Podcast. Il n'y a pas de film. Il n'y a pas de... Les meurtres et du vin 2, le retour. Encore plus de vin. Ça sera pour les enregistrements multiples. Voilà, c'est ça. Ça, on a déjà fait, ça nous a pas trop réussi. Non, donc, c'était horrible. Oui, on a un peu arrêté. En fait, on avait oublié le concept du vin, que du coup, on fait que boire pendant un épisode, et que si tu enregistres 2, voire 3, voire 4 épisodes à la suite, bah, au 4e, tu sais même pas de quoi tu parles. Il a jamais été publié. Non, c'était une horreur. Ouais, mais je l'ai pas entendu, je l'ai pas voulu. Ah non, c'était horrible. Bon. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas enregistré, j'ai l'impression. Ouais. Je suis très excitée. Oui, on a plein de choses à vous dire, du coup. Oui, mais alors, d'abord. But first, Kate Middleton! Oh my God! Mon Dieu! Mais moi, je ne connais rien au Royal. Je me suis endormie. J'ai essayé pour toi de regarder The Crown, mais je m'endors. J'arrive pas. Je les trouve chiantes. C'était trop chiante. Tu te moquais de tout. C'était... Ah ouais, non, mais... Et là, encore une fois, j'avoue, je ne Kate, comprends pas l'obsession. Où es-tu? En fait, là, alors, l'obsession de la famille royale, enfin, moi, c'est l'obsession de l'histoire. Je l'ai de ma mère. Comme ma sœur, là, de ma mère également. Et en fait, ma sœur est fan de Kate Middleton. Ne lui demandez pas pourquoi. Et du coup, avant qu'il y ait tout ce truc avec toutes ces vidéos de Kate Middleton, elle est où la photo, machin, en fait, ma sœur m'envoyait des messages en disant, putain, mais je suis en PLS, là, on n'a pas de nouvelles. Et je fais, mais ça va, et tout. Moi, je me rendais pas compte que ça faisait depuis Noël qu'il n'y avait pas eu de photos, en fait, et d'apparitions. Je l'aurais pas su non plus. Hein. Ah, et là, mais tu sais, comme on dit, là, le rabbit hole. Je suis allée dans le trou du lapin de mais Kate Middleton. Cette famille est dégoûtante, en fait. C'est horrible. Après, dans l'affaire Kate Middleton, c'est quelqu'un qui se connaissait très bien, enfin, elle est anglaise. Oui, mais on sait très bien comment ils traitent les femmes dans cette famille. Bien sûr. Mais elle est anglaise, elle fait partie de la bourgeoisie anglaise, elle sait très bien ce que c'est la famille royale, elle sait très bien ce que ça implique. Et elle a beaucoup cherché à être la femme de William, Prince d'Angleterre. D'accord. Voilà. Donc, mais bon, ça, tu sais pas. Moi, je sais. Peut-être que toi, derrière tes écouteurs, tu sais aussi. Je compatis. Ouf. Voilà. Mais du coup, alors, ma théorie... Oh my God. Juste pour les auditeurs, j'ai déjà entendu la théorie, hein, donc je subis là. Que William, donc, a une maîtresse comme Charles avec Camilla. Et Andrew avec les ados. Avec les adolescentes mineures. Et du coup, donc, avec cette maîtresse Rose something, je sais plus comment elle s'appelle. Quelle historienne. Voilà, I know. Buttercrack. Rose Buttcrack. Et du coup, elle est apparemment, donc elle serait enceinte, et Kate, elle serait en plein genre volonté parce qu'elle sait la force qu'elle a dans cette famille et elle refuse de se montrer. D'accord. À la Diana. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. On peut passer à autre chose? Merci. Oh, mon Dieu, Kate, s'il te plaît, reviens qu'on puisse arrêter d'en parler. Come back, Kate. Alors moi, dans les conseils des programmes, on s'est pas vu depuis longtemps, j'ai vu pas mal de trucs. Je suis à fond. Alors le premier, c'est le programme, ou The Program, sur Netflix. Si tu l'as pas vu, cours le regarder. Ok. Alors, c'est un documentaire en, je sais plus quoi, 3-4 épisodes. Okay. Alors, c'est un truc qui se fait encore aujourd'hui, mais quand même avec beaucoup plus c'est plus connu et très mal vu. Mais à une certaine époque, dans les années 80 ou 90 aux États-Unis, quand tu avais un enfant, entre guillemets, difficile, tu pouvais les envoyer dans des écoles qui allaient les encadrer. Sauf que ces écoles, c'était de la poudre aux yeux, en fait. Il y avait pas d'éducation et c'était de la torture des enfants. Donc là, il y a une des filles qui était pas spécialement même problématique. En fait, c'était un ado tout à fait normal. Mais quand sa mère est décédée, a forcément eu des difficultés à accepter le décès de sa mère. Ouais. Et c'est vraiment l'histoire classique avec une belle-mère méchante qui arrive sur scène et le père qui, en fait, ne souhaite pas s'imposer. Ouais. Et du coup, elle est envoyée dans une de ces écoles où, en gros, en fait, t'es dans une école et tu dois respecter un certain nombre
critères pour gagner des points, et c'est seulement quand tu as gagné suffisamment de points que tu puisses sortir. Mais attends, c'est le truc avec que Paris Hilton. Paris Hilton, on en parle, on la montre un tout petit peu dans le truc, mais c'est encore autre chose, parce que elle revient avec beaucoup d'anciennes camarades pour aller visiter là où elle était, vraiment faire une investigation, enfin super documentaire. Elle est au top, la fille, en plus, parce que elle raconte son histoire, vraiment, c'est quelqu'un, tu la sens de très joyeuse, de très gaie, mais qui a des traumas, mais c'est vraiment la personne parfaite pour raconter cette histoire parce que elle l'a vécu. Elle arrive à le voir avec le ton sérieux qu'il faut, mais aussi avec, elle n'a pas été abattue par la vie. Oui. Donc, enfin, en tout cas, les écoles étaient faites pour en sorte que les enfants, en fait, ne sortent jamais parce que c'était un cash cow. Les parents payaient énormément d'argent pour envoyer leurs enfants là-bas. Et donc, le plus longtemps l'enfant peut y rester, le mieux c'est, le plus d'argent. Donc, des millions, des milliards ont été dépensés. Et personne n'a encore vu, ne serait-ce qu'un seul jour, exactement. Ouais, c'est sur ma liste. Ah, ben je vous le recommande vivement. Je vais mettre sur. C'est pour ça que je cherche. Je vais mettre sur Instagram. Ok, il est sur ma liste effectivement Netflix. Go go go. Ok. Et toi? Moi, je suis toujours sur The Pose les Sopranos. Alors, t'en es où? Saison 2. Ah, t'es loin. Il y a 6 saisons. 6, ouais. Mais chaque épisode dure 1 heure, donc c'est ça. C'est donc long. c'est long, surtout que parfois, avec le taf, quand tu rentres tard, t'as pas envie de te taper 1 heure de Soprano à finir à 1 heure du matin. Donc, je continue tranquillement. On retournera pour parler du jeu d'acteur, etc. Et puis on reviendra surtout en parler pour la fin, parce que la fin, elle est très particulière et ça mérite d'être discuté. Ok. Donc on pause. Tu as regardé l'affaire Outreau? C'est sur ma liste, Mais moi, je connaissais pas cette histoire. C'est vrai? En fait, en France, c'est connu. Oui, je sais, mais j'étais en France, donc j'en avais entendu un peu parler, mais comme je suis pas aussi addict au true crime, j'avais pas suivi. Mais c'est une histoire de fou. J'ai pas vu. Ok, n'en parlons pas, mais quand même, ce que les enfants ont dû subir, mais ce que les personnes accusées à tort ont subi, c'est juste dramatique. Ok. Par contre, de tout ça, je sais pas, je suis même pas sûre d'avoir les détails en tête, mais c'est sur ma liste. Là, en fait, il faudrait que je fasse une pause Soprano et que je me fasse tous les documentaires là que j'ai mis en favori. Ouais, en liste d'attente. Sinon, alors moi, j'avais un sujet que Christophe Ondelat quand même a reposté. Oui. Une story. On n'avait pas parlé de ça, Oma? Mais non. Ah oui, c'est vrai, on a été reposté par Christophe Ondelat. Charlotte est obsédée avec lui autant que la famille royale, soyons clairs. Bien sûr. Christophe, où es-tu? Comme avec Kate. Si, je crois qu'on avait parlé, on avait dit si, on va faire un podcast ensemble. Mais oui, mais parce qu'on en parle souvent de lui. Mais on a fait déjà dans notre podcast. Mais non. Si, je crois. C'est vrai? On n'a pas de mémoire. Je pense qu'on en parle beaucoup. On parle de... Au moins une fois on tous mentionne même tous les épisodes. Et écoute, pardon Christophe, c'est un peu creepy. Ensuite, j'avais comme sujet, parce que ça devient très problématique chez moi, parce que donc on s'appelle les meurtres du vin, le vin effectivement, mais le vin devient problématique dans ma vie de tous les jours, parce que Instagram me pousse à acheter des choses. La dernière fois, j'étais chez toi, on avait bu. J'ai réservé un hôtel en Grèce. Super. As you do. Of course. J'ai commandé un corset. Quand est-ce que tu m'as vu avec un corset la dernière fois? Non, quand tu me l'as envoyé par message, ma première question, c'était why? Et ma deuxième question, c'était combien t'as payé? Ou j'ai un peu... 100 €! Ah, les yeux qui m'ont sorti de la tête. Et tu l'as toujours pas reçu? Si, je l'ai reçu, là. Et alors? Il me va pas, bien sûr, parce que je l'ai pas essayé avant. Mais en fait, je suis sérieuse parce que Instagram, comme j'y vais pour le podcast et du coup, forcément, t'es comme dans tous les médias sociaux. Enfin, voilà, c'est un piège. Et il y a toute plein de pubs. Et en fait, j'ai le réflexe maintenant d'aller regarder le nom du shop et avis. Et c'est que de la merde. De l'arnaque. Ah ouais. Donc, du coup, quand tu m'as envoyé ton truc de ton corset, je suis direct allée regarder et c'était marqué partout arnaque. Après, si j'avais plus de boobs, franchement, il aurait été top. Tu me le donnes.
Ah, j'ai déjà promis à une pote Oh, quoi? qui mettra plus de corset dans sa vie de tous les jours Oui, que toi. moi, je le mettrai pas non plus. Voilà, J'avoue merci. que Donc, ça servira pas. voilà, assume. C'est vrai. Laisse Non, le corset je suis d'accord. au corseteux, Alors, s'il te plaît. tu vois le truc Instagram, donne-le-moi. Donc voilà, donc il faut que je trouve un truc, tu sais, parfois il y a des trucs où tu bloques tes cookies, tu sais, dans un bocal que tu peux pas ouvrir, où tu mets un code, où tu peux pas ouvrir, et moi il me faudrait faire ça avec Ah oui, ma carte bleue. après une certaine heure du soir, t'as plus le droit d'utiliser la carte bleue, c'est Et bien il faudrait ça. que j'ai un éthylotest de carte bleue. Tu vois, genre, veuillez valider cette transaction. Alors, moi, il m'est arrivé une fois, je sais pas si j'en ai parlé dans le podcast, mais j'avoue, j'ai dû boire quelques verres en trop. Et genre, 2 jours plus tard, je vois un message de Cézanne, votre commande est en préparation. Je dis, mais quoi? Quelle commande? En plus, Cézanne, quoi. Oh, ok. Et j'ai commandé quoi? Alors, j'ai commandé, donc, des talons vertes en velours. Je ne porte pas trop de talons, les chaussures vertes, ni pourquoi de verre, pas? ni de velours. Et j'ai acheté une robe, mais une robe de balle, quoi. Mais violette. En soie. Et là, à ce moment-là, tu t'es dit, vert et violet, c'est parfait. Alors, oui, apparemment. Alors, du coup, j'ai rigolé, j'ai reçu le colis, je l'ai essayé, j'ai pris une photo pour être mort de rire pour t'envoyer. Ah, je te montrerai. Ouais. Et j'ai de suite renvoyé la robe en soie de balle parce que j'ai vraiment pas l'occasion de le porter. Non, on n'a pas trop Mais j'ai gardé les talons. Tu as raison. Pourquoi pas? Vis dangereusement. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, il faut le faire. Attends, alors je vais sauter certains sujets parce qu'on en fait tellement, bien que j'ai une histoire qui est très courte ce soir, donc on a le droit de faire du blablabla. Voilà, c'est juste pour ça, pour les skippers. Skipper, arrête de skipper. Son histoire est très courte, la mienne est normale. Voilà, donc moi ce qui m'a fait Laissez-nous rire, vivre. donc c'est toi qui m'as parlé de cette série Love is Blind en français. Non, mais attends, tu m'en as parlé, je savais pas ce que c'était, là je me faisais un peu chier, j'ai dit bon je regarde. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que moi je croyais que c'était comme Love on the Spectrum, genre Sur les les gens qui autistes. trouvent l'amour avec l'autisme et des gens aveugles. Donc si Ça tu aurait veux, été je suis génial. complètement perdue T'imagines quand ça commence. Allez, tu sais, imagine, il y aurait eu un parcours pour aveugles. Go. Non mais Ça serait jamais terminé. non mais je sais pas, mais ça serait vraiment ça quoi en tout cas. Enfin bref, c'était pas du tout le concept, donc Non, j'avais c'est pas pas le concept. compris. Mais en tout cas, c'est les gens ils sont cinglés. Enfin c'est hyper américain. Je suppose que ça doit se faire ailleurs aussi. Ah, mais de Mais base, c'est là-bas, qu'est-ce que c'est débile. Bah oui. Et en fait, c'est vraiment apparemment. Par contre, donc je suis arrivée quand même à la fin parce que je voulais pouvoir en discuter avec toi. Oui, ça doit être pour ça. Et je pense qu'ils ont quand même démontré qu'il y a certains qui l'ont fait juste pour passer à la télé, et ça, c'est clair et c'est net. Bien sûr. Mais ils font aussi, par exemple, tout un caca-boudin, et donc des gens, apparemment, les participants, qu'ils ont fait ça pour la télé ou pas, c'est bon, on est en 2024, on sait que la télé-réalité, c'est de la merde. On sait qu'il y a plein de gens qui font ça juste pour passer à la télé. Bien sûr. Ben, voilà, donc du coup, j'étais un peu choquée par la réponse des gens, genre, t'as pas respecté le processus, mais bien sûr que si. Enfin bref, des gens sont cons. Et par exemple, en plus, il y en a un qui ont fait une des blagues, genre, le bean dip. Tu vois, oui. celle-là? Bon, apparemment, bean dip en anglais, bon, moi non plus, je connaissais savais pas. Apparemment, c'est de prendre le sein d'une femme ou de ta copine et de le taper dedans. Ouais, genre comme donc, toucher l'haricot. Enfin, je sais pas. J'ai pas compris la blague. Mais ils font tout un truc là-dessus, mais parce que comme- c'est des Américains, c'est genre, mon Dieu, je suis choquée. Mais on s'en fout, mais moi, je t'ai déjà fait des bean dip, mais pour déconner entre copines et c'est pas Oui. grave. Oui, enfin bon, bref. J'ai pas compris. Mais parce que les Américains, pour ça, c'est un truc de fou. Enfin, pas toi, parce que toi, tu viens de Californie de parents hippies, mais... Et puis, ça fait longtemps que je suis en France. Et puis, ça fait longtemps que t'es en France, mais c'est un truc de fou. Genre, le moindre truc, c'est je voudrais revenir sur ce sujet où tu as dit que tu me... Bah, c'est bon. Les gens se mettent dans une position délicate parce que les gens Parce le prennent qu'ils mais cherchent trop le au drame. sérieux, quoi. Ah ouais. Attends, par contre, j'ai un peu soif. Alors, on va parler du vin. Maman. Marie. Pardon. Maman qui nous écoute toujours. Hein. Alors, c'est Charlotte ce soir qui a choisi. Il s'agit d'un blanc Les Petits Travers, masse de Cairn. Donc, c'est une Cambise blanc 2022. Alors, c'est un IGP, donc indication géographique protégée de l'Hérault. Moi, je connais pas. Et apparemment, c'est les vignes de Puech de Cambuse. Voilà. Donc, il est pas mal. Ouais. Et oui, c'est vrai. J'avoue qu'on l'a ça se déjà déguste goûté. facilement. Oui, parce que j'ai par erreur. Pas mal. Pas pire. J'ai enlevé le bouchon.
bêtement avant de commencer. Le bouchon m'est tombé dans les mains et je me suis servi un verre complètement par accident. Ouais, non, moins bien. Donc, tu pourras donner ton avis. Attention. Mais il est pas mal. Un peu d'ASMR. Chin chin ring. Chin chin win. Voilà. Alors, j'ai une dernière sujet. Après, on va passer aux choses sérieuses. Murder. Ouais. Je tombe sur un truc, donc apparemment une histoire conspiratoire que je n'ai jamais entendue, mais j'ai des morts de rire. Sur Kate Middleton? Non. Lol, mais pas loin. Ok. Mais alors, vraiment, apparemment, c'est un gros truc sur Internet. Il y a plein de gens qui en parlent, comme quoi Brigitte Macron est un homme. Ah, mais oui, ça fait longtemps que les gens disent ça. Quoi? Mais non, mais pas du tout. Mais bien sûr, je sais que pas du tout. Voilà, mais non, mais ça fait longtemps qu'ils disent ça parce que c'est un comment dire, un couple pas conventionnel, clairement pas conventionnel, mais elle est un peu comment dire, carrée. Elle est un peu carrée de stature, de physique, et plus âgée, donc du coup plus dure de visage. Et du coup, il y a ce truc parce qu'il y a aussi comment tu dis, cette rumeur comme quoi Macron serait gay. On s'en fout. Complètement. Ça serait bien d'avoir un président gay. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient un peu plus simples. Et du coup, vu qu'il est gay. Pour changer aussi, quoi. Ouais. Bah, oui, mix it up. C'est vrai qu'on l'a pas fait, ça, un président gay. Enfin, publiquement vrai. Soyons clairs. Ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, c'est ce truc de Brigitte Macron est un homme. Alors, écoute, moi, j'avais jamais entendu ça, mais bon, mort de rire, j'étais là, mais et tu sais n'importe quoi. Comme le truc de Hillary Clinton dans la pizzeria qui trafiquait les enfants. Oui, aussi. Mais Michelle Obama, ils disent, par exemple, quand ils font des slow-mo où elle est en train de marcher, et du coup, les plis de la robe font une espèce de gros plis au niveau de l'aine, et du coup, ils font, ah, regarde, elle a son gros kiki, qui des fois, tu vois. Donc, Michelle Obama aussi est un homme d'après les républicains. Oh my God, on vit dans un monde de fous. Complet. Alors, donc, parlons de meurtre. Passons. Bon, alors, je te l'avais dit, donc c'est pour ça qu'on a passé un peu de temps à dire n'importe quoi, parce que Désolée. Mon histoire... But this is us, people. Oui, c'est un peu le podcast. Mon histoire, elle est courte, mais elle va mener à une discussion, peut-être ou pas. Voyons voir. Es-tu prête? Oui, chanceux. Donc, je raconte l'histoire de Marianne Bachmeier. Alors, c'est allemand. Bachmeier, je sais pas. C'est allemand, on va le dire Bachmeier. Et si c'est pas ça, je sais pas quoi. Fick dich, which means fuck you in German. Ah, really? Yeah. Fick dich. Fuck this. It sounds just like fuck this. Fick dich. Fick dick. Oh, fake dick. Fuck dick. No. Bon, passons. Donc, Marianne, c'est quand on parle de Marianne Bachmeier, même pour voir c'est nous, mais son nom résonne avec un profond chagrin et une grande controverse. En Allemagne, c'est un récit assez complexe parce qu'on va croiser des thèmes de la justice, de l'autodéfense et du deuil maternel. Du deuil maternel, ok. Deuil, ouais, maternel. Okay. Donc, Marianne, elle est devenue une figure controversée de l'histoire allemande à la suite de son acte d'autodéfense sans précédent dans une salle d'audience en 1981. En fait, son acte a suscité un énorme débat et une frénésie médiatique. Il y a une des vidéos que vous pourriez aller voir, qui a ensuite soulevé forcément des questions sur les limites de la justice, les profondeurs de l'angoisse d'une mère et les strates complexes de la vie, de la perte tragique, qui a propulsé Marianne sur le devant de la scène. Et aussi des implications, disons, sociétales et juridiques face à sa réaction. Vous avez 2 heures. Non, elle est hyper courte. Mais j'ai l'impression que j'ai un examen là que j'ai pas étudié. Non, tu vas comprendre assez rapidement. Donc Marianne, elle est née le 3 juin 1950 à Sarstedt en Allemagne. Son enfance a été marquée par des bouleversements et certains défis. Son père, par exemple, membre de la Waffen-SS, nice. qui jouait un rôle assez important dans sa vie dès ses premières années. Donc, du coup, le dynamique familial a changé lorsque les parents se sont séparés et que sa mère s'est remariée. Après, à son adolescence, ça a pris un petit tournant tumultueux, mais j'ai envie de dire... comme tout le monde. Oui, voilà. Mais à l'âge de 18 ans, elle est devenue maman à 2 reprises et les 2 enfants ont été adoptés.
Donc, en fait, si tu veux, cette première expérience, on a l'impression qu'on dresse un peu le portrait d'une jeune femme qui a des luttes personnelles, qui est très probablement soumise à des jugements sociétaux parce que en 1968, on est enceinte, on fait adopter 2 fois, compliqué, et elle reste encore très jeune, donc ça doit pas être facile. Donc après, le chapitre dont on va parler en particulier va commencer après que sa 3e fille, il s'appelle Anna. En fait, le 5 mai 1980, Anna, la fille qui n'a que 7 ans, au lieu d'aller à l'école, elle rencontre un homme qui s'appelle Klaus Grabowski. C'est un boucher de 35 ans qui a des antécédents de maltraitance d'enfants. Cette journée mène forcément à le crime inqualifiable où Anna est enlevée et brutalement tuée. Les détails du crime tels qu'on peut les voir dans les enquêtes et le procès ont révélé que c'était un niveau d'abus et de meurtre qui est complètement effrayant et tu me connais très bien, je ne vais pas en parler. Rentrer dans les détails. Grabowski a avoué et pour sa défense, il a invoqué un, entre guillemets, déséquilibre hormonal dû à une castration antérieure et une thérapie hormonale. Oh mon Dieu. T'imagines si les femmes on disait ça? J'étais sous ma... Mais en fait, on l'accuse des femmes avec cette excuse. C'est pour ça que tu l'as fait et elles sont coupables quand même. J'étais sous pilule, j'ai mon C'était mon contraceptif. Ouais, mais désolé. On est d'accord que c'est absurde. Mais ça a quand même rajouté des couches de complexité, de controverse à son acte. Donc ça se discutait, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, tu as des questions. Donc le système judiciaire à l'époque a été assez critiqué pour le rôle qu'il a joué, en permettant donc à cet homme de bénéficier de une sorte de politique de traitement des délinquants sexuels, en fait. Genre, il y avait une excuse presque. Ouais. Et donc déjà, l'histoire faisait une énorme polémique. Donc il faut imaginer Marianne avec souffrance, trauma, etc. des enfants. Sa fille, la seule dont elle a gardé, il est enlevé, il est tué tragiquement. Comment tu te ressens en tant que mère? Ouais. Et voilà comment la défense est présentée dans la presse. Et comment on te protège, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui va en arriver de cet homme qui a déjà des antécédents? Ouais. Donc, qui a réussi à répéter un crime ou encore aller plus loin dans son délire. C'est vrai. Elle reste à côté. Quelle est ta réponse en tant que mère? Je ne sais pas. En tout cas, je peux pas savoir non plus. Voilà. Donc, ça a poussé Marianne à entreprendre l'action qui va faire que son nom sera gravé dans les annales des débats juridiques et moraux. En fait, le 6 mars 1981, lors du procès de Klaus Grabowski, dans une acte dite d'autodéfense, Marianne va rentrer dans l'audience où elle devait être tous les jours. Mais aujourd'hui, elle a un Beretta calibre 22 et dans le tribunal, dès la première instance, en plein procès, elle va lui tirer 8 coups de feu. Yes. Boum, 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 boum. C'était 8? 6, je sais pas, j'ai pas compté, l'ont atteint. Et il est mort immédiatement sur le sol. Alors voilà, exactement sur le sol et dans la salle devant l'audience. Donc il y a une vidéo en ligne, tu peux la voir tirer. C'est vrai? She's a fucking badass. Yes, Marianne. Et voilà, et d'où le débat, tu vois, l'histoire il est courte, mais il y a de quoi en dire, donc forcément c'est hyper choquant. Bien sûr. Mais pas seulement la réponse d'une mère, mais c'est l'assassin de son enfant. Il y a un symbole de défi directement envoyé au système judiciaire qui en fait mène à mal ce procès. Et c'est devenu vraiment un point d'indignation dans toutes les discussions de la justice et en fait de ce que c'est la vengeance, quoi. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Donc la réaction du public est profondément divisée et tu peux l'imaginer en fait. Je comprends. Il y a dans un premier temps il y a vachement de sympathie, il y a plein de gens qui comprennent tout à fait ses motivations, ils disent que c'est une mère endeuillée, elle cherche à obtenir justice pour sa fille.
Mais cependant, au fur et à mesure que les détails de la vie de Marianne et donc ses antécédents de jeune mère qui a fait adopter ses enfants, comme dans tous les médias, tout à fait. Ah, c'est horrible, ça, je déteste. Ils vont aller dans les détails de sa vie, les complexités de l'affaire apparaissent, et donc là, les opinions commencent à voilà. Les médias, comme toujours, jouent le rôle crucial dans, on va dire, la formation de la perception du public, parce que c'est ça. Mais bien sûr, en fait, il y a tellement d'affaires où l'affaire était tellement publique par les médias. Et après, comment tu veux décider d'un jury? C'est pour ça qu'il y a certains procès, d'ailleurs, qui se font pas dans le même État, par exemple, aux États-Unis. Parlons de Amber Heard et Johnny Depp, du procès aux États-Unis. Par exemple. Les gens sont déjà biaisés. Complètement. Avant même de mettre un seul pied dans le tribunal. Et ça, c'est pas normal. Alors là, mais les médias, ils se rendent pas compte à quel point ils peuvent... Ils savent tout à fait à quel point. Et c'est pour ça que Murdoch est les propriétaires de tout. Le média, ça contrôle le monde. Ils font tout balancer. Mais là, dans ce cas-là, en fait, on voit la réaction, on va dire vitale, la réaction, tu sais, viscérale. C'est, on comprend l'action de cette femme. Et ensuite, les médias plantent la graine de une femme qui manque de respect, c'est une femme qui sait que ça. Et on va complètement rendre cette histoire tordue. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut réagir, mais je dirais que je serais à sa place. Why the fuck not? Non, voilà, on donne pas de conseils parce que qui sommes-nous pour donner des conseils? Mais pas. Clairement, moi je suis désolée, mais ça, en fait, ça me fait penser un peu au jugement il y a bien longtemps, The Times of Yore, où tu t'as tué mon enfant, vas-y, tu vas à l'échafaud et je peux porter le coup, quoi. Tout à fait. Donc, en gros, on a deux côtés du média, et que ça soit en Allemagne où apparemment l'histoire a fait beaucoup de tours du monde, hein, forcément, parce qu'elle est ce qu'elle est. On a d'un côté une mère désemparée, poussée à bout, et les autres médias, donc la gauche et la droite, hein, Soyons clairs. Sur les implications de sa prise en main de la justice, et ce n'est pas acceptable. Nous sommes dans une démocratie, merde. Mais bien sûr, mais c'est comme tout, c'est comme on parlait, on a récemment eu des discussions de Naël. Oui, ce qui a suivi son décès, moi je suis navrée, on n'a pas place à commenter sur le ressenti des personnes dans une position défavorable ou qui font face à la racisme. Bien sûr. Alors qu'ils sont heurtés qu'un jeune homme non armé soit tué parce qu'il essayait de fuir. Enfin. Clairement. Et en fait, c'est souvent... Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout. Donc, forcément, il y a une conversation qui va commencer sur les limites de la justice, le rôle du système juridique, les implications éthiques, etc., etc. Ah oui, non, c'est ça que je voulais dire. Souvent, dans des affaires, en fait, le problème, c'est que parfois... Enfin, je suis désolée, mais je sais pas si les gens seront d'accord avec ça, mais parfois, il faut faire du cas par cas. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Ouais. Et donc, par la suite, donc Marianne a été jugée pour le meurtre de Klaus Grabowski. Ok. Ça a été, la procédure a été assez marquée par un débat sur la question de savoir si les actes de Marianne étaient prémédités, s'il s'agissait d'un acte de passionnel spontané. Oui, c'est vrai que ça change la donne. Oui, la défense soutient forcément que l'acte n'était pas prémédité, ce qui a visiblement largement été confirmé par le tribunal. Et après une série de négociations et de délibérations, et les médias qui continuent à couvrir tout ça, forcément, Marianne a été reconnue coupable d'homicide involontaire et non de meurtre. Ok. Le tribunal a estimé que ces actes étaient prémédités, mais ils ne constituait pas un meurtre au regard du droit allemand, ce qui est assez intéressant. Et donc, en mars 83, elle a été condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire et détention illégale d'une arme à feu. Elle n'a purgé que 3 ans de cette peine, bénéficiant d'une libération anticipée en raison d'inquiétudes concernant sa santé mentale. Ce que je trouve très bien, et aussi du fait qu'elle a été considérée comme présentant un risque de suicide. Donc, sa libération anticipée qui a suivi différentes controversées en eux-mêmes, ils vont réalimenter les débats sur le système judiciaire.
et le concept en fait de rétribution, le rôle de la tragédie personnelle dans l'élaboration des résultats juridiques. Donc ça, c'est vraiment un concept que je trouve très intéressant, puis qui, comme tu dis, quand on parle de situation personnelle, on pourrait utiliser ça, on peut se positionner en victime alors qu'on l'est pas du tout. Ouais, et en puis fait, faire justice soi-même. Exactement. Non, Donc non, c'est vraiment une discussion au cas par cas. C'est compliqué. Voilà. Alors, tout ça a mis en lumière plusieurs questions existentielles, en fait, ou essentielles plutôt, notamment le traitement des délinquants sexuels. Donc, par exemple, Klaus, qui avait déjà été connu. No shit. On pourrait en parler, j'en ai pas parlé, mais il y a un documentaire aussi, Quiet on Set, qui parle des abus sexuels. L'ai pas vu. Alors, moi, je l'ai vu. Faut que je le voie. Des jeunes acteurs hollywoodiens. Genre Amanda Où des personnes, en fait, continuent à travailler alors qu'ils ont été condamnés. Ils sont enregistrés comme des délinquants sexuels. Dans les délinquants sexuels et ils continuent à travailler dans l'industrie du cinéma avec des mineurs. Non, mais parce qu'il y a très peu de films qui sont tournés sans 0 enfant. Hein. C'est une catastrophe. Et voilà, l'affaire reste un élément important de l'histoire juridique. Et malheureusement, Marianne, elle est morte relativement jeune, je pense, d'un cancer. Ah merde. Donc, elle n'a pas une fin bien heureuse, mais en tout cas, elle a une histoire, je pense, qui mérite d'être racontée. Ah ouais. Et qui donne sujet à réflexion. Mais je connaissais pas du tout, je suis fan de cette histoire, c'est génial. Mais du coup, en même temps, je regardais un peu les photos, effectivement, c'est fou, hein. Tu la vois, on dirait qu'elle fait une reenactment. Oui. Comme genre, si elle était actrice. Ouais, qu'elle le refait pour les flics, mise en scène. Une mise en scène comme si elle le refaisait. Et en fait, c'est la vraie vidéo. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et je regarderai la vidéo. Je la mettrai pas sur... Bon, si, je la mettrai sur Instagram. En fait, on voit qu'elle, on voit pas... Ah, ok, d'accord. On voit pas Klaus, on voit elle qui tire. Tu connais... t'as vu cette vidéo de ce mec qui s'est suicidé en direct aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est pas au Japon? Non. Un truc politique? Et il y en a un aux États-Unis aussi. J'ai vu celui du Japon. Ça, j'ai pas vu. Oui, mais moi, tu me connais, moi, j'ai du mal, je peux pas. Moi, ça m'avait choqué aussi. Et ça, maintenant, c'est un Américain sur un plateau télé et qui se suicide avec une arme à feu. En fait, c'est tellement, c'est choquant, quoi. Ah ouais, ça heurte. C'est affreux. Donc, ouais, super intéressant. Moi, je suis, team Marianne. Ouais, moi aussi, forcément. Puis je suis maman aussi, donc. Voilà, puis tu sais que la personne elle est déjà sortie vu que je trouve qu'elle a été clémente, hein, parce que moi j'aurais aimé faire pire. Ah, clairement, clairement, un petit ragoût de testicules avec un peu de sel derrière. Ou pas, juste tu pousses la torture jusqu'au bout. Tu mets du sel, tu vois, pour. Ah oui, sur la plaie ouverte. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, très intéressant. Voilà. Et c'est très drôle. Enfin, non, pas du tout, c'est pas lolilol. Mais c'est marrant. C'est ironique, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, c'est assez drôle dans le terme coïncidence parce que j'ai une histoire un peu dans le même acabit. Ah ben, acabit. Du même acabit, même on dit. Intéressant. Bah oui, alors. Les bons esprits. En fait, aujourd'hui, toi tu auras le meurtre, moi j'en ai pas. Ah, très bien. I love it. Ah oui. Par contre, prépare-toi pour la prochaine, parce que ça fait quelque temps que j'ai pas fait un truc un peu dégueulasse. Ok, I'm ready. Voilà. Et en fait, j'ai voulu parler de cette histoire parce que je connaissais cette histoire. Et je sais pas pourquoi, au début de mon texte, j'ai mis que je voulais faire un truc pour célébrer le fait que la France est le premier pays à inscrire la liberté au recours à l'avortement dans sa constitution. D'accord. Cocorico. Parce qu'il n'y a pas du tout d'histoire d'avortement dans cette histoire. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Tu sais, savoir pourquoi on a dit des choses. Non, en fait, je pense que c'est vraiment plus la liberté de la femme. Voilà, tout ce qui est historique et la liberté de la femme et les femmes qui prennent leur liberté plus qu'autre chose. Donc là, par exemple, dans ton histoire, elle a pris la liberté de se venger, en fait. Oui. De venger sa fille. Et moi, ça va être une histoire un peu dans le même style, mais elle va se venger, elle. Ben, c'est très bien. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'histoire de la badass Franca Viola. Ok. On est en 1963 en Sicile. Hop, petite mandoline. Oh, she loves her Sicilian stories. À Alcamo. Franca Viola a 15 ans. C'est la fille d'une famille d'agriculteurs, en fait, donc pas forcément énormément de moyens ou de pouvoir per se, mais en tout cas une famille très unie, ce qui est déjà pas mal. Franca est décrite par tous comme étant très belle, ce qui lui donne un avantage, on est en 1963,
pour bien se marier, car à l'époque, le seul souci des femmes était de bien se marier. En fait, tu te maries, tu maries ta fille avec une personne qui te donnera un petit peu plus, quoi, qui a un peu plus d'argent, etc. Donc, en effet, elle attire le regard de quelqu'un qui, sur le papier, est un très bon match Tinder. Il s'appelle Filippo Melodia. Il a 23 ans. J'adore. Filippo Melodia. Melodia. Filippo Melodia. 23 ans, vient d'une famille aisée, plutôt beau, plutôt agréable à regarder, de très bonne connexion, mais, parce qu'il y a toujours un but, le neveu d'un membre très haut placé, d'un très haut grade de la mafia sicilienne. Ah, après, voilà. C'est les Sopranos qui t'ont inspiré. Voilà, ils peuvent pas être parfaits, hein. Vas-y, on le laisse. Donc Filippo se pavane dans les rues de la ville avec son Alfa Romeo blanche qu'il appelle Julieta. En plus, j'adore, c'est un Alfa Romeo, genre j'ai le truc plus que de riche. De base, blanche en plus. Ah oui, en plus. Oui, mais c'est des années 80 ou un truc comme ça, hein. Pas du tout, ça fait 30 secondes que je raconte l'histoire, j'ai dit 2 fois 1963. Mais elle est née en 1963, j'ai cru. Non, on est en 1963. Ah, pardon, elle est née, moi, j'ai entendu. Non, alors on est... Là, elle joue sur la carte de I'm American. I don't understand. Noble française. Donc, Julieta, donc, il se pavane dans les rues comme s'il était le maire de la ville. Tu vois le genre un peu. Le maire de mon village, il a une voiture blanche, hein, mais bon, c'est pas une Alfa Romeo, c'est un Peugeot, c'est un Français. Essaye de lui parler italien pour voir s'il répond. Non. Mais malgré tout ce qu'il possède, il n'a pas la seule chose qu'il veut vraiment. C'est-à-dire Franca Viola. Ouais. Ah, Viola, Franca. Ouais, non, Franca Viola. Merde, ça fait Franck et pas Viola, c'est confusant. Ça porte à confusion. Ok. C'est raciste. Franca Viola. Donc Filippo se met à courtiser Franca. Elle a 15 ans, il en a 23. Mais bon, on est en 1963. Oui. It's okay. Et il finit par la demander en mariage. Donc Franca est intéressée au début parce que c'est comme un rêve en fait. Elle vient d'une famille qui est relativement pauvre et elle tombe sur le mec qui est son Alfa Romeo blanche. Qui a une Alfa Romeo blanche, qui a de l'argent, qui a des contacts, qui a du pouvoir dans la ville. Ouais. Enfin c'est le rêve, top du top. Le top du top. Mais Franca, qui est très mature pour son âge, n'accepte pas de suite la proposition de mariage parce qu'elle veut le connaître avant de prendre une décision. Franca, bien. Non, mais ouf. Bien rouge. C'est clair. Non, bien ouige ou bien wauge. C'est quoi le truc Berlin? Quoi? Bien wesh. Ouais. Bien wesh. J'étais là, wesh, c'est un joint. Okay. Donc, au bout de quelque temps de fréquenter donc le Filippo, sa mauvaise attitude finit forcément par ressurgir parce que tu ne peux pas cacher ta propre personnalité très longtemps, n'est-ce pas? À mon avis, quand on fait partie de la mafia, on a quelques défauts. Tu fais pas la vaisselle, par exemple. Peut-être parfois tu es un peu violent, par exemple. Ou tu ranges pas tes chaussettes. Moi, tu vois où est mon importance, moi? 11 ans plus tard. Voilà. Donc, à un moment, Filippo se fait même arrêter pour vol et le père de Franca, là, il dit « C'est bon, stop, j'arrête tout ». Il refuse complètement la proposition de mariage de Filippo et demande à sa fille même d'arrêter de fréquenter ce qu'elle fait. Parce que c'est une fille bien et que c'est une famille unie, encore une fois. Donc là, on est 2 ans plus tard, en 1965. Ok. Je répète pour Sarah. 1965. Merci. Elle a 17 ans maintenant. Voilà, donc là, Franca a 17 ans, c'est fou, c'est ce que j'avais écrit. Et elle est fiancée à un autre homme. Mais Filippo n'a pas oublié Franca, et surtout, en fait, je pense que ce qu'il n'a pas oublié, c'est la réjection. Ah ben oui, le rejet, forcément. pardon. Le rejection, c'est en anglais. Le rejet. D'être rejeté. Ouais. Refusé, plutôt. Oui, voilà, le rejeté. Mais c'est possible, c'est pareil. Donc, il utilise même des stratagèmes de menace pour la forcer à se remettre avec lui. Donc, il la harcèle. Donc, il harcèle aussi le fiancé de Franca et le père de Franca. Il la stalk, il la suit. Enfin, vraiment une atmosphère très, très lourde pour Franca et sa famille à ce moment-là, je pense. Surtout venant de quelqu'un qui est lié à la mafia sicilienne. Et qui est puissant. La mafia sicilienne, quand même, est la mafia qui est top of the pops concernant les mafias italiennes. Remettons ça. On remet l'église au milieu du village. Top of the pops. De la mafia. C'est qui le deuxième mafia? Genre Naples.
OK. Et ensuite, Rome. il y a un ordre. Bah ouais, c'est grave. Moi, je croyais que c'était tous liés, genre les familles se Non. concertaient sur leurs crimes. La mafia sicilienne, c'est le cœur du poulet. Oui, mais quoi. ils travaillent pas avec les autres familles, avec toi, c'est ton terroir là-bas, etc. Ton mais pour se territoire, protéger. terroir, c'est le vin. Oui, oui, voilà. Bah, en fait, ils ont le territoire sicilien. Je ne sais pas, moi, toute ma connaissance des mafias vient des films et de Sopranos. Hein. Elle est vraiment pas réaliste, disons. Donc, plus Filippo harcèle Franca, plus elle le rejette et plus ça escalade, évidemment. Donc, il est même lié à un incendie qui se passe à la ferme des Viola, qui détruit des équipements essentiels pour leur travail d'agriculteur. Et un peu plus tard, quelqu'un détruit carrément toutes les cultures de la ferme familiale. Ah ouais, putain, c'est grave. C'est très grave, c'est un énorme coup dur pour la famille qui doit se préparer pour l'hiver avec pratiquement pas d'argent et pas de terre et pas de culture, rien. Ah, Et oui. l'hiver en Sicile en 1960, le 3, 5. voilà. C'est un secret de polichinelle que Filippo donc est le mastermind derrière tous ces accidents, mais ils n'ont aucune preuve tangible et donc on peut. Puis en plus, la police locale doit être du côté de Filippo et pas des petits agriculteurs. Quoi, voilà. Donc sans oublier, c'est ce que je dis, voilà, ces connexions avec la mafia, donc personne ne dit rien. Ouais. Et Filippo, du coup, est libre de continuer de harceler la famille Viola. Il se montre même devant leur ferme avec un flingue, en fait. Quand il les croise dans la rue, il sourit de façon diabolique. Enfin, il est taré, quoi. Il est taré, il leur fait peur, il est obsédé. Donc, forcément, les Viola sont terrifiés et ils ont même peur pour leur vie, à juste titre. Franchement... Vraiment, là, ils ont rencontré un narcissiste qui est en plus puissant. Très puissant. Danger. Donc le jour après Noël 1965, plusieurs voitures, à peu près, je crois, ils disent 7, s'arrêtent 5 ou 7 à la ferme des Viola, dont une Alfa Romeo blanche, je me demande qui c'est. Et 12 hommes masqués sortent des voitures, tirent en l'air et forcent l'entrée de la ferme des Viola, en fait. Donc le père n'est pas là à ce moment-là, mais la mère crie à sa fille de courir, donc elle dit à Franca cours, pendant qu'elle essaye de ralentir les hommes. Mais bon, t'imagines une femme qui se retrouve face à 12 hommes. Mais il est obsédé, ce mec. Oui. Donc, la mère se retrouve assommée au sol et les hommes se mettent à poursuivre Franca. Donc, ils la rattrapent. Et pendant qu'il la traîne jusqu'à la porte d'entrée, le petit frère de Franca, qui a 8 ans, Mariano, s'accroche à la jambe de sa sœur et refuse de la lâcher. Quel petit frère. Quel amour. Incroyable, 8 ans, quoi. Ah ouais. Les hommes, aucune pitié, se mettent à frapper le petit frère, mais malgré les coups, Mariano refuse de lâcher la jambe de sa sœur. Oh mon Parce Dieu. que je pense qu'ils se rendent bien compte de ce qui s'est passé. C'est affreux. Ouais, c'est affreux, mais c'est aussi tellement touchant. C'est beau, ouais. Donc les hommes n'ont pas d'autre choix que de prendre le petit frère avec Franca, donc ils les mettent tous les deux dans une voiture et s'enfuient. Donc la police est de suite appelée. Et même si on ne voit jamais les hommes masqués, les parents savent clairement que c'est Filippo Melodia qui est mêlé à ce kidnapping. Et heureusement, c'est là où moi je suis étonnée, mais en fait c'est effectivement ce qui s'est passé, la police prend l'affaire au sérieux et ils font leur possible pour aider à trouver où Filippo est et où est-ce qu'il aurait pu emmener Franca. Mais c'est là où la police voulait chercher, voulait vraiment, découvrir ce qui s'est passé et retrouver Franca. Les témoins, les personnes qui auraient pu être témoins de cette scène, donc les voisins que les policiers interrogent, ont peur et forcément disent rien. Donc Mariano, le petit frère, est retrouvé sain et sauf. D'accord. Il avait été jeté de la voiture pas trop longtemps après avoir démarré. Oui, ils ont réussi. Il a été jeté dans la voiture, il a lâché, ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Donc il est réuni avec ses parents, mais Franca, par contre, complètement disparu. Donc pendant ce temps-là, Filippo et son crew s'arrêtent dans une ferme. Son crew. Ouais, sa bande. Qu'est-ce qu'il y a s'arrête dans une ferme qui devait appartenir à Filippo, bon, j'en sais rien. Il sort Franca de la voiture et lui dit « Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras te marier avec aucun autre homme que moi. » Franca est retenue pendant des jours et est violée de manière répétitive par Filippo. Alors, le plan de Filippo, on est encore une fois en 1965, en Sicile, en Italie, est bien sûr de ternir la réputation de Franca et bien sûr de la traumatiser
et de la dominer physiquement, psychologiquement, tout ce que tu veux. Mais en plus, il sait très bien qu'en Sicile à cette époque, enfin en Italie en tout cas à cette époque, étant une jeune femme non mariée, en fait, après avoir été victime de viol, donc non seulement t'es considérée comme ternie, mais tu es vraiment montrée du doigt par la société. Mais alors tu n'es après, plus ça personne. c'était partout à cette époque-là, et encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. C'est pas faux. Donc il sait très bien, et il espère par ce plan qu'elle sera ostracisée, donc elle perdra son fiancé, qu'elle sera rejetée par tout le monde, par la société, par sa famille, etc. Et que la seule vie possible qui lui soit offerte soit une vie de pauvreté, car sans mari, à l'époque, tu pouvais pas vraiment t'en sortir parce que les femmes ne travaillaient pas, quoi. Donc, il voulait aussi... Elle pourrait devenir une femme qui font des potions. Des potions pour tuer les maris des autres. Et c'est là où on revient à mon épisode 1. Voilà. Remontons dans l'histoire. La boucle est bouclée, ceci est notre dernier épisode. Comme quoi j'écoute, malgré ce qu'elle me dit. C'est vrai. Et il voulait aussi amener de la honte sur la famille Viola qui avait déjà énormément souffert financièrement, mais il voulait vraiment ils ont refusé le psychopathe et ça, c'est pas possible. Mettre du sel sur la plaie. Le narcissiste doit toujours avoir raison. Alors, à l'époque, bien sûr, le kidnapping et le viol sont condamnés par la justice criminelle et sont illégaux, mais, parce qu'il y a toujours un but, à quelle hauteur? Il y a un article dans leur code civil, donc le Criminal Code, qui est considéré comme une porte de sortie en quelque sorte, en fait. Cet article précise que les condamnations... Je sais que je vais en rire, mais je te prépare, mais vas-y, go. Prépare-toi. Donc, les condamnations, les charges de viol sont abandonnées si le violeur prend sa victime pour épouse. Oh my God! Mais bien sûr! Mais c'est bon, je l'ai violée, mais on se marie, tout va bien. Ok, I'll marry you. Même si la victime est une mineure. Et what a world. I mean, on vit dans un monde, pour les femmes, parce que, excuse-moi, mais 65, c'est pas hyper loin. Non. Ce n'est pas très loin. Non. C'est incroyable. Et cette démarche avait même un nom, elle était appelée mariage réparateur. C'est ça. Et bon, aujourd'hui, non, mais c'est bon, mariage réparateur, tout va bien. I'm okay. Reparatory marriage. Yeah, okay. Donc, bien sûr, dans l'histoire italienne, il y a eu forcément énormément de femmes qui se sont retrouvées mariées à des hommes de force, car elles se sont retrouvées dans cette situation qui est absolument horrible. Christ. Donc, en fait, quand Filippo dit « Tu ne pourras plus marier aucun autre homme que moi », c'est exactement de ça dont il parlait, en fait. Eh ben oui. Il doit bien connaître le code pénal en tant que il était en train de faire ses études d'avocat. Non, les criminels le connaissent bien parfois. Voilà, exactement. Il faut, c'est utile. Donc là, on est le 6 janvier, donc 12 jours après le kidnapping. Et j'imagine que Filippo est en contact avec les parents de Franca, en fait, parce que, les parents jouent le jeu assez longtemps avec Filippo pour pouvoir notifier à la police où se trouve leur fille. Donc je pense qu'ils étaient en contact et que avec certains indices, ils devaient un peu jouer le jeu et ils ont compris que Franca était là-bas. Okay. Donc là, quand les policiers et la famille de Franca arrivent à cette fameuse ferme, Filippo pense que son plan va se dérouler comme prévu. Donc il est là, vous êtes enfin là. Je vous attendais. I was waiting for you. L'apéro. Les glaçons sont en train de fondre, dépêchons-nous. Voilà. Pendant que Franca s'écroule dans les bras de ses parents, Filippo est arrêté, mais complètement calme. Il sourit, demande même à un policier une cigarette. Enfin, tout va bien dans sa vie. Il se retourne vers Franca et attend qu'elle dise des mots magiques, ok, Elle est où ma bague? Ouais. Alors moi j'aime bien les Princess Cut, tu vois. Voilà, je préfère l'or que l'argent. Voilà, ça me va mieux autant. Donc, mais Franca fixe Filippo du regard et lui dit « Je ne t'épouserai jamais ». Donc Filippo est arrêté. Franca's a badass. She's a bad bitch, man. I love her. Yeah, me too. Donc Filippo est arrêté et emmené en prison. Donc là c'est super, mais du coup Franca doit accepter, si elle ne l'épouse pas, c'est qu'elle accepte les conséquences de son attaque en fait. Donc à ce moment-là, Franca Viola est la première italienne à refuser une demande en mariage réparateur. Première. Nice. Donc, chose qui n'est pas commune, la famille de Franca la soutient
complètement, alors qu'en général, la famille serait rejetée, en fait, même de sa famille, de ses amis, de qui tu veux. Donc, malheureusement, la communauté n'est pas aussi acceptante, on va dire, et révolutionnaire que la famille, car le peuple se met à rejeter la famille au complet, qui tombe de plus en plus dans la ruine. En décembre 1966, le procès de Filippo commence et regroupe plus de 500 personnes qui sont venues voir comment tout ça allait se terminer. Ah, tu m'étonnes. Dans le petit village de Sicile, c'est ça. Et puis c'est la première fois. Puis on est en 65, il n'y a pas Netflix. On est en 66 maintenant. 66. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. En termes de télé publique, s'il y a 4 chaînes, je serais étonnée. Donc bon, clair. Le procès, ça doit être excitant. Incroyable. Donc les avocats de Filippo ont une tactique très claire, en disant en gros que Franca et Filippo s'aimaient passionnément, mais que le père de Franca ne voulait pas. Donc ils se sont échappés. Quand elle a été retrouvée, elle a menti parce qu'elle pouvait pas mentir à son père. Donc elle a dit oui, non, il m'a kidnappé, oui. Ok. Évidemment. Oui, bien sûr, Filippo. Écoute, ils font leur travail. Filippo Delirio. Voilà. Mais le fait qu'elle refuse la demande en mariage réparateur prouve bien qu'en fait, elle a jamais été consentante. Sinon, si c'était amoureux passionnément, elle serait mariée sans problème. Donc, Franca a aussi témoigné du harcèlement qu'elle a subi de la main de Filippo et de son calvaire dans cette ferme. Donc, elle dit à la cour, « Je ne suis la propriété de personne. Personne ne peut me forcer à aimer une personne que je ne respecte pas. L'honneur est perdu par la personne qui fait certaines choses, pas par celle qui subit ces mêmes choses. » Si c'était clair. Putain, Franca, pour l'époque, fucking go girl. La cour donne donc raison à Franca et condamne Filippo à 11 ans de prison. Seriously, on a eu des histoires bien pires où ils ont eu bien moins. Et plus récemment. Ah ouais, c'est ouf. Très bien. Moi aussi, quand j'ai eu la sentence, j'étais choquée. Excuse-moi, mais des juges de Sicile, incroyable. Yes. Donc, ce qui est historique. Oui, vraiment. Historique. Et aussi, chose aussi historique, 8 des complices de Filippo sont également condamnés. Yes! Non mais, on va déménager en Sicile. Là, ce soir. Ben oui! Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on y déménage. Ah oui. Baba Yaga. Ah ouais, Baba Yaga in Italia. Et tout ce qu'on avait dit à Franca, du coup, sur la vie qu'elle allait avoir, donc qu'elle serait recluse, que ses options, qu'elle serait déshonorée, etc. En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. À 20 ans, elle épouse son amour d'enfance. Et pour s'assurer pour assurer la sécurité du gang de Filippo, ils se marient sur une petite cérémonie privée à l'aube, gardée par des policiers. Franca Viola devient alors un symbole de liberté dans toute l'Italie. Et après leur mariage, le président d'Italie et le premier ministre même envoient des cadeaux aux jeunes mariés. Et même le pape Paul VI, c'était pas facile. Le pape VI. Le pape Paul VI. Voilà, les invite à un meeting privé à Rome. Wow, that's a big deal. Connaissant un peu la religion catholique, les papes, ils sont pas forcément très dans son pape mobile. Ouais, mais ils sont pas souples. Non, ils ont un planning, hein. C'est clair. Donc, c'est pour être invité par le pape à l'époque, c'est la confirmation ultime en fait pour les cathos italiens de l'époque. Mais quoi. Bien sûr. Mais c'est fabuleux qu'ils ont fait ça, qu'il ait fait ça, parce que chaque pape, chaque go décision. Paul! Mais c'est vrai que c'était une énorme signe aux Italiens et puis au monde, hein, parce que les catholiques du monde, que le viol n'est plus acceptable. It's not okay. C'est très bien, c'est génial. En 1970, un réalisateur italien sort un film sur la vie de Franca, l'appelant La plus belle femme, donc The Most Beautiful Wife, not woman. Et ce film confirme le statut d'icône féministe et d'héroïne nationale de Franca. Mais Franca, forcément, parce que c'est la meilleure personne au monde, n'aime pas trop la lumière et est toujours un peu gênée quand on lui demande de témoigner sur son héritage. Et elle dit, c'est très beau, ce n'était rien de courageux, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire, comme n'importe quelle fille ferait aujourd'hui. J'ai écouté mon cœur. C'est magnifique. En 1966, Filippo Melodia est relâché de prison. Et 2 ans... Non, attends. Non, 66, c'est l'heure du procès. L'année du procès. 76, peut-être? Maybe. Peut-être que j'ai une typo. Non, c'est pas grave. Donc, sur Google, vous trouverez l'information. Éventuellement, Filippo est relâché de prison. Sometime. Et 2 ans plus tard, some other time, alors qu'il sortait d'un bar, il est abattu à mort dans un règlement de compte de la mafia. It's so sad. So sad.
Et en 1981, 15 ans après le procès, l'article sur le mariage réparateur est enfin retiré du Code civil italien. Bravo. Bravo. Magnifique. Voilà. J'adore nos deux histoires. C'était vraiment trop beau. Ouais. Ça fait une thématique badass bitches. Badass bitches. C'est un bel épisode pour les féministes, pour les non-féministes, pour les violeurs, c'est pas un bon épisode. Oui, aucune ne le sera. Non, c'est sûr. Yeah, fuck you, rapist. Et en ça, gros, c'est notre nouveau merchandise. Voilà, Franca, I love her. Marianne et Franca, incroyable. De belles exemples de femmes qui, voilà. Donc, je suis assez contente que nos deux histoires soient rejointes comme ça. C'est assez drôle. C'était trop bien. J'aime bien. Promis, et promis-toi, et promis-vous, j'aurai. Ma prochaine histoire sera beaucoup plus sanglante. Alors, je vous demande de m'envoyer vos bonnes ondes pour pouvoir... Elle en aura besoin. Pour pouvoir supporter cela. En attendant, comme d'hab... si vous aimez notre podcast, et j'ai reçu des petits messages de nouveaux auditeurs qui ont kiffé notre podcast et qui ont découvert ça très récemment et qui ont tout réécouté depuis le début. Mais par hasard. Mais oui, en plus par hasard. Et je suis tellement heureuse. Et du coup, si vous pouvez partager ce podcast, si vous pouvez mettre une note, un commentaire sur Apple, c'est comme ça qu'on sera plus visible. Ouais. Donc voilà. Et moi, j'ai reçu un message d'une copine hier qui ne savait pas qu'on faisait une podcast, mais qui a, en fait, je savais pas, adoré le true crime. C'est une ex-collègue et une très bonne copine. Et du coup, je lui ai dit de commencer par The 19 parce que je considère que c'est le meilleur. Bien sûr. Donc, Anne, quand tu écouteras le 25, je t'embrasse. C'est clair. Partage et mets-nous un like. Oui, Anne, merde. Déconne pas, Anne. Allez, merci à vous. Bonne soirée. Bye. Ciao, ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.